Actuellement, nous sommes des médecins libéraux et on est liés dans nos territoires avec les établissements par des contrats, le contrat d'exercice libéral. Juste quelques rappels sur le contrat d'exercice libéral et ensuite les enjeux actuels. Il y a des articles du Code de santé publique qui le régit, un article du Code de déontologie médicale, et donc on ne peut pas travailler avec un établissement de santé sans contrat. On a découvert que certains praticiens très anciens auraient des contrats de fait, mais bon, en pratique, moi, ça fait 10 ans que je suis en activité libérale. J'ai un contrat avec chacun des établissements avec lesquels je travaille. A priori, légalement, tout le monde devrait avoir un contrat. Dans ce contrat, il y a des clauses obligatoires, notamment les clauses liées à la déontologie médicale, des clauses réglementaires, les obligations réglementaires, et ensuite des clauses qui sont des clauses de liberté contractuelle. On va commencer par les clauses de déontologie. Elles sont importantes par rapport à la problématique qu'on va soulever tout à l'heure, c'est-à-dire l'indépendance professionnelle, la liberté de prescription, nos responsabilités, le libre choix du patient. On a parlé de la problématique de trouver un professionnel, mais au sein de ces parcours qu'on veut mettre en place, quid du libre choix du patient, on va en parler. La rémunération du médecin libéral sous la forme d'honoraires exclusivement, contrairement à l'établissement. La permanence des soins, on en a parlé tout à l'heure, et on précisera peut-être plutôt la continuité des soins aussi au sein de l'établissement. Quelle nuance il y a entre la permanence et la continuité. Et le secret professionnel, bien évidemment, ça, on l'a déjà évoqué lors de notre serment d'Hippocrate et lorsqu'on est allé voir le Conseil de l'Ordre avant de s'installer. Les dispositifs réglementaires et les obligations, il y a le dossier médical avec le décret de 30 mars 92 qui, en tant que médecin libéral exerçant avec des établissements de santé, nous oblige à tenir un dossier médical, notamment le courrier d'admission, le compte-rendu opératoire pour les chirurgiens et la lettre de liaison et le compte-rendu d'hospitalisation, et une obligation pour l'établissement d'archiver ces documents physiquement ou numériquement. Il y a la question maintenant de l'archivage numérique et des données de santé. Hein. On avait un petit exemple dans l'Essonne il n'y a pas longtemps. Les honoraires, donc le médecin qui est payé par des honoraires, les systèmes de facturation passent par un système de bordereau, le S34, qui nous pose souvent problème. La certification, on va en parler tout à l'heure, avec des obligations pour le praticien dans son contrat de participer à la certification et l'évaluation de son activité médicale, les obligations sur tout ce qui est vigilance, matériaux, hémovigilance, sécurité, et la lutte contre les infections nosocomiales. Bon, ça, c'est le cœur de notre métier, hein, bien évidemment. Il faut être à jour, c'est sûr. Ensuite, les clauses relevant de la liberté contractuelle, des précisions sur les conditions d'exercice du praticien, la durée du contrat, la faculté de présenter un successeur, ça c'est pas forcément tout le temps présent, les clauses financières, notamment la redevance, la conciliation, la non-concurrence, l'exclusivité, qui n'apparaît pas partout, l'exclusivité qui peut être imposée aux praticiens dans le lieu d'exercice, mais aussi à l'inverse, le praticien ou un groupe de praticiens qui imposent une exclusivité et donc qui peuvent limiter l'arrivée d'autres collègues. Tout ça, ça va être des questions qu'on va poser par rapport à notre problématique actuelle. Donc la question, aujourd'hui, on a plusieurs problématiques avec les CAQES, donc le contrat d'amélioration de la qualité et l'efficience des soins, on va en parler, la certification et certaines particularités dans la certification avec l'offre territoriale, et puis la pandémie, on a tous subi, et les injonctions que les établissements ont subies et les médecins derrière. Donc le CAQES, le contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins.
nous les médecins libéraux, on ne le connaît pas trop, c'est normal, on n'en fait pas partie. Par contre, on le connaît quand on nous demande de faire des choses. C'est un contrat qui est tripartite entre l'ARS, la CPAM et les établissements de santé. Par contre, c'est des incitations financières qui reposent sur l'évolution des pratiques des médecins. Donc c'est là où on se pose des questions. Quand on nous demande d'améliorer ou de changer nos pratiques, mais derrière, l'incitation n'est que pour les établissements et que par la CPAM. Il y a un volet socle, et bon, on ne va pas revenir là-dessus. On parlait des pratiques pluridisciplinaires en réseau. Effectivement, c'est une bonne pratique, on le ressent quand on le fait, quand on peut le faire. La prescription médicamenteuse, on la connaît. Et puis il y a les atypies. On parlait tout à l'heure, effectivement, de les indications de cholécystectomie. On peut parler des indications de la pertinence des soins, donc l'IRAPS, auquel vous avez participé il n'y a pas longtemps, sur les indications d'appendicectomie. Mais le médecin libéral qui va appliquer ces recommandations, ces incitations, qui lui est payé par des honoraires, eh bien, il a, hormis une pseudo-injonction de l'établissement, on va pas dire ça, mais une incitation de l'établissement, il n'a pas d'autre incitation, entre guillemets. Donc, il faudrait peut-être le mettre un petit peu dans le contrat et peut-être discuter un contrat quadripartite. Il manque quelqu'un dans l'affaire. La certification, on l'a tous connu, nos présidents de CME ici présents la connaissent bien, l'ont subi une ou plusieurs fois. Ça prend du temps, c'est chronophage, il faut s'investir. Chaque médecin libéral, on l'a vu là, contractuellement doit y participer. Dans les faits, tout le monde n'y est pas tout le temps impliqué. Souvent les présidents de CME, et on va en parler demain sur le rôle de la CME et de ses représentants, mais effectivement, la certification, ça a son importance pour l'établissement, et indirectement, ça a son importance pour l'activité du médecin, mais il y a un élément important, c'est l'implantation et la coordination territoriale. On a parlé des CPTS tout à l'heure, c'en est un. Mais quand on prend le manuel de certification de septembre 2021, effectivement, il y a une incitation, la certification doit valoriser ces démarches. Et quand on prend certains critères, l'établissement participe au projet territorial de parcours, et pour y participer, il utilise différents outils, les différents établissements autour, les dispositifs de coordination, on a parlé des CPTS, et puis il a un outil qui est intéressant, qu'on en aurait pu parler tout à l'heure, c'est le répertoire opérationnel des ressources, le ROR, qui est fourni par l'ARS et qui est actualisé. Le répertoire opérationnel des ressources, c'est l'exemple du docteur Blondet qui sait faire des choses et dont on ne connaît pas. Donc cet outil-là, quid aujourd'hui, je pose la question à l'ARS, comment il est utilisé? Est-ce qu'il est connu des effecteurs de terrain? En pratique, pas trop, voilà. Et donc, faire porter, alors, on dit que l'établissement participe, mais voilà, peut-être que l'établissement doit connaître ceci, mais les effecteurs, en pratique, ne connaissent pas trop. Donc, il y a peut-être un travail à faire là-dessus, pour mieux communiquer sur les répertoires opérationnels et les différentes ressources, et puis mieux recenser ce qu'on est capable de faire. Oui. Une petite question justement à propos du ROR. Que contient ce répertoire? Il contient le nom, la spécialité, la sous-spécialité éventuellement, ou il est extrêmement... Alors, je laisserai l'ARS y répondre, effectivement, le docteur Siabos. Voilà, mais a priori, il n'est pas véritablement à jour. Je pense qu'il n'est pas à jour. Voilà, alors c'est assez marrant de lire ça. On demande des choses aux établissements qui vont les établissements vont eux-mêmes demander aux médecins, alors que, effectivement, il va falloir commencer à travailler là-dessus ou d'autres supports, hein, mais effectivement, c'est important de... En fait, au départ, c'était un projet national qui a été stoppé par le Covid. Il y avait des grandes discussions sur quelles étaient les qualifications reconnues qu'on pouvait faire apparaître. Il y avait une différence entre la qualification ordinale et le savoir-faire. Oui. Donc les uns disaient uniquement la qualification ordinale, alors que ce qui est intéressant dans un répertoire opérationnel d'immersion, c'est aussi de connaître les compétences particulières qui ne font pas l'objet d'une qualification. Et donc il y a toute cette discussion-là, parce qu'il ne fallait pas que ça devienne non plus un outil marketing de promotion personnelle. Ouais. Donc c'est pour ça qu'au moment, c'est un peu dans les... La question, je vous tendais également, il faut savoir si au niveau de l'URPS, vous avez l'idée de refaire un espèce de ROR, de l'actualiser, ou c'est quelque chose, c'est assez compliqué de faire une base de données comme ça, de spécialité.
c'est assez compliqué, puis on n'a pas les moyens d'aller vérifier les compétences Ouais, ou c'est les ça. qualifications. Alors, les qualifications, c'est l'autre. Les compétences, vérifier. Parce que c'est autoproclamé, en fait. Alors, Ouais, je vais me faire l'avocat du diable. Hein, c'est-à-dire que vous allez sur certains sites Voilà. de prise de rendez-vous et vous trouvez des compétences. Maintenant, que va dire l'ordre, que va dire les tutelles sur ces compétences qui sont affichées sur ces sites de prise de rendez-vous. Premièrement. Deuxièmement, d'autres exemples. Effectivement, on parlait de l'urgence du trou de trépan. On va prendre notre exemple que j'ai vécu personnellement où voilà, je viens du CHU de Dijon, j'ai appris avec l'équipe de radiologie interventionnelle à faire des néphrostomies. On a des collègues hospitaliers qui ne savaient pas les faire véritablement, donc je suis urologue. Et donc, j'ai été appelé une fois par un interne qui me connaissait, qui me dit on m'appelle à Dijon parce qu'il y a un patient pour lequel il y a une indication de néphrostomie et que personne à l'hôpital près de chez toi sait faire. Est-ce que tu peux le faire? On te le transfère, c'est à quelques mètres de ton établissement. Je l'ai fait, mais parce que c'était du bouche à oreille. Et malheureusement, oui, c'est faire perdre moins de temps que savoir ce que font les autres. Alors peut-être qu'on aurait plus facilement, on devrait faire de la promotion de nos activités, mais on n'a pas le droit. On est limité légalement sur ce sujet, donc ça nous pose vraiment problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ce qu'on fait, mais en même temps, personne ne le recense véritablement, et puis c'est pas bien véhiculé. Donc là, on a une vraie problématique, et c'est là-dessus qu'il faudrait peut-être faire évoluer les choses. Oui. C'est quand même l'assurance maladie connaît les actes qu'on fait habituellement. Alors il peut y avoir d'autres compétences. Habituellement, oui, mais alors C'est quand c'est plutôt rare. Le PLSI permet de l'avoir. C'est vrai. Donc les choses qu'on fait, c'est pour ça que je dis habituellement et couramment, mais ça n'empêche pas d'avoir d'autres compétences. Mais si Après, il y a on des fait pas actes qui souvent, sont parfois codés par assimilation parce que l'acte n'existe pas au niveau de la CPAM, et donc c'est difficile de savoir précisément ce qu'on sait faire. Mais vous avez raison, ça peut être un outil de travail et dire voilà. Il y a des savoir-faire qui n'apparaissent pas dans la CCL. Mm. Donc c'est un peu compliqué. C'est vrai. Donc on a ce problème-là. Alors, moi, la certification, quand je lis ces documents, j'ai l'impression que c'est assez hospitalo-public centré. Parce que l'établissement doit mettre en œuvre une politique d'aller vers des partenaires, des prestations complémentaires, des consultations avancées, des téléconsultations, des liens privilégiés, des équipes mobiles. J'ai du mal à le voir développé par des établissements de santé privés. C'est plutôt en partenariat avec des cabinets libéraux autour. Et puis, j'en reviens à la question du début, c'est-à-dire quand on voit ça, quid du libre choix du patient? Ah. C'est une question, après, à vous d'en débattre. Ensuite, la coordination, on arrive au CPTS, effectivement, les communautés professionnelles territoriales de santé, c'est le début de la question qu'on s'était posée. Donc là, on demande aux établissements de participer à cela. Je pense que la priorité, c'est aux médecins libéraux de participer au CPTS. C'est aux médecins libéraux d'aller vers les CPTS. C'est ce qu'ils font déjà avant que les CPTS existaient. Et quelle est la place, on va en débattre, quelle est la place d'un établissement de santé dans une CPTS? Donc, l'épreuve du territoire, c'est, face à cela, est-ce qu'il faut faire évoluer un contrat d'exercice libéral? Donc, pour ceux qui en ont un, est-ce qu'il y a des avenants à faire? Est-ce qu'il y a des modifications à faire? Est-ce qu'il y a un modèle à transformer? Je sais que dans certains groupes de cliniques, il existe un modèle type, Ramsay, Elsan et autres. Quels sont les impacts assurantiels et juridiques? Ça, on va en discuter avec Mme Ployard. Avec vous, j'aimerais qu'on discute des CPTS. Est-ce que vous avez des expériences avec les CPTS? Est-ce que les établissements ont des expériences avec les CPTS? Est-ce que les cabinets, quels sont vos retours? Moi, j'en ai aucune, hein, donc, si, j'en ai tous les jours, on va dire, de fait. Les CPTS m'envoient des patients et je leur réadresse, mais j'ai rien de contractuel, je ne suis pas organisé en ESS ou autre, donc... Pas encore. Pas encore. Et puis, on va en venir, et je remercie Yann tout à l'heure d'être intervenu sur la crise Covid, et effectivement avec l'HPD Valvin qui a beaucoup travaillé, mais d'autres centres. J'aimerais à vos retours d'expérience, et quelles sont les leçons de la crise Covid
qu'on peut avoir face à ce contrat d'exercice libéral qui nous lie par différentes choses dont on a vu au préalable, notamment ces questions d'indépendance et de libre choix. Alors, est-ce qu'il faut faire évoluer les contrats ? J'aurais tendance à... Ils évoluent tout seuls, là, du contrat. Il y a des avenants dans les contrats, mais ça dépend de ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, la grosse problématique, on va revenir en arrière, c'est les quelques contrats qui composent ces clauses de liberté contractuelle. Parce que tout le reste, ça va avec. On a une indépendance professionnelle, une liberté, une responsabilité, tout ça, on le connaît. Et on l'utilise tous les jours. Alors, la certification, c'est un sujet dont on va parler tout à l'heure, mais un peu plus vers la CME. Le reste, on le fait. C'est vraiment ces éléments-là de liberté contractuelle. Peut-être qu'il faudra revoir un petit peu sur certains points. Le successeur, on parlait. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup d'établissements de santé qui amènent des nouveaux praticiens. À l'époque, c'était des groupes de médecins ou des médecins individuels qui ramenaient des successeurs. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, on le sait. Mon expérience personnelle, c'est que je suis pas venu j'ai pas été recruté moi par un établissement, c'était fait autrement. Mais voilà. Yvan, pareil, il était recruté autrement. On est des vieux. Mais on est déjà des vieux, effectivement. La quarantaine, la cinquantaine, on est déjà vieux, non, voilà. Mais les jeunes qui vont arriver, est-ce qu'ils vont venir comment ? Ils vont venir recrutés par les établissements, comme on commence à le voir de plus en plus, avec parfois des chasseurs de tête, parfois... Ou est-ce que c'est encore de la responsabilité du entre guillemets, territorial et de la solidarité territoriale, telle que l'avait évoqué tout à l'heure le docteur Blondet, d'assurer sa succession et de présenter une succession. Alors souvent c'est difficile aujourd'hui et à défaut on voit souvent des praticiens arriver par le biais des groupes et des établissements pour lesquels l'équipe en place, le praticien en place, la commission médicale d'établissement a peut-être quelque chose à dire, ou est-ce qu'elle a le droit de dire quelque chose ? C'est une question qu'on posera demain. Ou en tout cas, est-ce que l'équipe en place, est-ce que par le biais de ses contrats, elle peut encore dire quelque chose ? Il y a un élément aussi important, c'est la qualité de la personne qui est présentée. Il n'y a pas que ses diplômes qui sont vérifiés par l'ordre, on est tout à fait d'accord, mais la qualité dans la même spécialité ou voire une autre spécialité peut entacher une chose qui est importante, même si nous ne sommes que partenaires avec les établissements, c'est l'image. Clairement, on peut voir dans des établissements des choix pour maintenir des activités de confrères qui n'ont pas forcément les bonnes compétences. Ils ont peut-être les diplômes, mais les bonnes compétences. Et quand on coopte quelqu'un dans une spécialité ou dans une autre spécialité en tant que médecin, on engage un peu notre responsabilité envers nos patients. C'est la priorité, c'est nos patients. Et enfin, envers nos confrères. Et pour finir, envers l'établissement et sa santé financière aussi, qui est importante. Mais c'est l'image. Et je suis désolé, on voit trop que c'est les établissements qui amènent un confrère, des confrères qui sont peut-être pas de la qualité dont on attendait. Enfin, là, je crève un peu un abcès, mais c'est important. Donc, ces clauses-là, il est important soit de les garder ou soit de les adapter par rapport à ces éléments. On veut maintenir... Alors, oui, on est dans une sous-densité médicale. Oui, on a des problèmes d'accès. Mais par respect pour nos patients, il faut s'assurer en priorité de la qualité des praticiens qui viennent. Et pour cela, il faut parfois empêcher la venue de certains praticiens pour éviter certaines catastrophes et qui auront d'abord des effets délétères sur nos patients et ensuite un effet tache d'huile sur nos activités. On va enchaîner. J'aimerais bien on s'engage dans tout ça, on se met dans le territoire. Quel risque on prend au niveau assurantiel et juridique ? Et là, j'aimerais que Mme Pollard de la médicale intervienne pour nous donner quelques éléments de réponse. Bonjour à tous. Donc, Lorraine Ployard de la médicale, je suis chargée des partenariats et aussi de la veille globale sur le monde de la santé. J'étais auparavant déléguée générale dans un syndicat de kinés. Donc, quand vous parlez de zonage, c'est un peu... ça fait référence à ce que j'ai pu faire avant. Et avant, j'étais aussi juriste en droit de la santé. Donc, je vais juste vous donner des éléments parce que je ne suis pas avocate et puis chacun son métier, chacun ses spécialités. Mais c'est aussi pour vous donner des petits points d'attention.
Au niveau assurantiel, le contrat, nous, qu'on va regarder, ça va être la RCP. Donc, responsabilité civile professionnelle. Je sais que chez vous, médecin RCP, ça aussi ça regroupe aussi autre chose. Donc, nous, ça va essentiellement être là, la RCP. Clairement, à la médicale, et je pense dans d'autres assurances, il faut juste, entre guillemets, que l'activité que vous déclarez au contrat, quand je parle d'activité, ça va être votre DES, soit toujours en corrélation avec ce que vous faites. Et j'ai entendu ce qui a été dit précédemment, c'est que vous pouvez avoir une appétence pour certains actes qui n'est pas écrite, vous n'avez pas un diplôme, il n'y a pas de DU, il n'y a pas de DU, mais il faut toujours que votre assureur soit informé de ça. Peut-être que vous allez appeler votre agent général, dire, ben voilà, écoutez, moi, je vais plus faire ce type d'acte, je vais plus m'orienter là-dessus. L'assureur va vous dire, ok, ben, j'en prends note. Ça peut ne pas du tout changer la tarification. C'est juste que nous, au moins, on a l'information. Ou il va vous dire, ben, écoutez, oui, ça change la tarification, ça va être une tarification moindre ou supérieure. Enfin, ça va dépendre du rachis, de l'obstétrique, avec ou sans accouchement. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous voyez votre assureur comme le partenaire de votre sécurité assurantielle au niveau de la RCP. Là, on est en souscription. En souscription, nous, le contrat d'exercice libéral, on ne le demande absolument pas. Ça, c'est vraiment, pardon l'expression, mais la tambouille interne entre votre établissement et vous. Et ayant été en protection juridique, ce que je vais vous dire va vous sembler très, très stupide, mais c'est ce que je dis à des amis qui sont médecins ou paramédicaux. Je dis, mais est-ce que votre contrat, vous l'avez lu, et 2, est-ce que vous l'avez compris ? Parce que là, encore une fois, vous êtes médecin, vous avez fait des longues études, vous êtes brillant, mais encore une fois, chacun son domaine de compétences. Et moi, une fois, j'ai une amie qui me dit « Ah, ben regarde mon contrat, je suis allée voir le directeur, il me dit que je peux pas partir, mais moi, j'en ai marre. » Je dis « Ben, on va regarder. » Ben oui, il y avait déjà un préavis. Elle me dit « Ben, c'est quoi le préavis ?» Je dis « Ben voilà, c'est quand même... » Non, mais c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est pas votre cœur de métier, c'est pas votre appétence. Et donc, l'idée, c'était après, effectivement, il y avait une clause de non-réinstallation. Et là aussi, ces clauses, elles doivent comprendre certaines limites. Donc, l'idée, c'est, vous avez un contrat d'exercice libéral, n'hésitez pas à poser des questions à l'ordre ou à des collègues avocats ou juristes. Donc ça, c'était vraiment le volet assurantiel. Le volet juridique, qu'est-ce que j'ai fait à la médicale ? Je suis allée voir la RCP, la protection juridique, donc ce que vous appelez quand il y a un sinistre. Je dis, voilà, sur le contrat d'exercice libéral, ciblé établissement privé, quels sont les premiers motifs de contentieux ? Eh bien, les premiers motifs de contentieux, on ne va pas être sur la permanence, la continuité, on va être effectivement sur la clause d'exclusivité. Alors maintenant, c'est un autre nom, on parle de clause d'exercice privilégié, justement parce que l'exclusivité, ça rentrait en conflit avec un des points majeurs et d'ordre public qu'a évoqué le médecin avant moi. On était sur le libre choix du patient. Et si vous avez une clause d'exclusivité quand vous travaillez dans un établissement, ça laisserait supposer qu'on ne permet plus au patient d'avoir le libre choix de son praticien. C'est pour ça qu'on parle d'exercice privilégié. Il y avait ça, et puis il y avait aussi les problématiques de réinstallation ou les clauses de non-concurrence. Donc voilà, non-réinstallation ou non-concurrence, cette clause, elle doit être limitée dans le temps, limitée dans l'espace, et surtout être proportionnée aux différents intérêts qui sont dans le contrat. Il ne faut pas que cette clause, elle ne permette pas au praticien d'exercer le métier pour lequel il est diplômé. Donc il faut que la clause, elle prévoit soit que c'est un exercice qui ne pourra pas être fait dans un autre établissement privé de santé. Par contre, une clause de non-réinstallation ne vous privera jamais de pouvoir exercer dans un établissement public. Moi, c'est pas le contrat que j'ai signé avec la clinique. Jean-Luc, on est dans le même établissement. Mais déjà, vous avez un contrat. En fait, ça avait été sujet à une discussion. J'avais envoyé mon contrat au Conseil de l'Ordre qui m'avait dit de toute manière, c'est un accord entre vous et l'établissement. Alors, après, ce qu'il faut voir, c'est que pour moi, là, c'est d'ordre public. C'est si vous signez un contrat qui dit tout patient qui vient, même s'il demande le docteur Intel, vous le refusez, même si c'est écrit sur le contrat, c'est d'ordre public.
Donc, le libre choix du patient ne pourra pas être annihilé. Là, pareil, pour moi, si votre contrat, dans la clause, il y a une clause qui dit que vous ne pouvez pas exercer dans un établissement public, pour moi, c'est une clause qui est contraire à l'ordre public. Donc, alors ouais, les clauses abusives, on parle de ça dans des contrats entre consommateurs mais ça rejoint ça effectivement. C'est une clause en fait qui sera qualifiée de caduque parce qu'elle est nulle en fait. Mais là encore une fois, ça c'est une position, c'est ce que j'ai vu dans la jurisprudence à vérifier. Et comme toujours, c'est toujours bien d'avoir toujours un premier échange. Il y a souvent des clauses de conciliation dans vos contrats. D'échanger avec le directeur là-dessus. Il y avait quelque chose qui a été évoqué, c'était j'ai un contrat d'exercice privilégié. Est-ce que si l'établissement fait venir un autre praticien, il est obligé de me demander mon avis? Je crois que j'ai entendu ça. Alors, normalement, même si vous avez un autre praticien qui peut, dans son contrat, prendre un associé, ou un autre praticien et que lui n'a pas de clause d'exclusivité, mais qui a des anciens contrats avec cette clause d'exercice privilégié, le praticien qui bénéficie de cette clause doit quand même donner son accord. C'est une jurisprudence, j'ai trouvé, de 2016. Ouais. Donc, on peut la retrouver ou on en discutera après. Mais voilà, il y a quand même, ça protège aussi le praticien, cette clause, il faut en avoir conscience. En lien peut-être avec les fameux CAQES, les contrats d'amélioration à la qualité, à l'efficience des soins. En discutant avec Nourdine, on s'est posé la question, mais est-ce qu'un contrat peut contraindre par une notion, pardon pour ce mot un peu barbare, mais de rendement, un praticien à un nombre d'actes? Alors, dans l'absolu, non. Parce que, comme vous le savez, déontologiquement, vous n'êtes pas censé exercer la médecine comme un commerce. Donc, ça équivaudrait à ça juridiquement. Par contre, là aussi, c'est de la jurisprudence. Je m'appuie toujours sur des bases. Vous pouvez avoir des contrats avec notamment, essentiellement, des établissements privés qui prévoient un taux minimal d'occupation. On n'est pas sur une clause illicite dès lors que ce taux minimal d'occupation n'est qu'indicatif. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas être sanctionné si le taux minimal n'est pas atteint. Par contre, ce que ça peut permettre à la clinique, c'est d'embaucher un autre praticien pour corréler ces objectifs économiques avec en face l'exercice des praticiens. Un autre point peut-être sur la redevance. C'est des points très pratico-pratiques, mais c'est important. La redevance, on est sur des frais qui doivent être réels et justifiés. Il y a souvent soit une redevance qui va être forfaitaire, soit une redevance avec listé, plus un pourcentage. On s'oriente plus parce qu'il y a eu certains abus sur plutôt, je compare souvent ça aux charges de copro, vous savez, les listes avec le pourcentage et des frais réels, parce que c'est justifié et qu'au moins, vous, ça vous permet d'avoir, de voir s'il n'y a pas de l'abus. Alors après, bien sûr, ça c'est peut-être un peu moins fixe que du forfaitaire, mais c'est quelque chose qui est conseillé. Là, encore une fois, ce sont des grandes lignes que je vous donne. Tout va dépendre, et je pense que c'est beaucoup ressorti de l'humain et du relationnel que vous avez avec votre directeur et puis aussi avec les professionnels avec qui vous travaillez, vous échangez. Un élément sur la redevance, c'est qu'il faut vraiment qu'elle corresponde à un service rendu. Parce que la clinique, c'est un établissement de santé et que dans les faits, un professionnel ne peut pas partager ses honoraires avec quelqu'un qui n'est pas professionnel de santé. La seule exception, pour partager ses honoraires avec un prestataire de service, il faut qu'il y ait un vrai service rendu. Et c'est la relation entre le praticien et la clinique sur ce point. Alors attendez, au niveau de la redevance, j'avais autre chose, il faut juste que je retrouve. Oui, la redevance, alors ça c'est une info un peu juridique, mais je la donne quand même. N'allez pas devant le juge pour que le juge baisse la redevance. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il va dire, effectivement, la redevance semble trop élevée. On renvoie les parties ensemble pour qu'elles renégocient. Alors, est-ce que cette redevance doit faire l'objet d'une facturation détaillée? C'est-à-dire
que l'établissement doit produire une facture au praticien? Alors, pour moi, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Par contre, c'est quelque chose qui serait plutôt recommandé pour l'établissement si après le praticien tente de remettre en cause la redevance en essayant de dire que les lignes budgétaires ne sont pas justifiées. D'accord, ça n'a pas un caractère... J'ai pas vu que c'était un caractère obligatoire. Alors, j'ai vu que des membres de la FHP. Peut-être si vous avez les infos, n'hésitez pas. Mais pour moi, c'est pas obligatoire. On peut reprendre l'exemple. J'essaie d'avoir des exemples un peu parlants. Quand vous êtes locataire d'un bien, un bail d'habitation, vous payez des taxes, la TOM ou tout ça, ou des taxes de copro. Et votre propriétaire n'est pas obligé de vous fournir ça tout le temps. Mais il doit vous le fournir si, par contre, en tant que locataire, vous voulez vérifier que le montant de vos provisions est bien évalué. Après, encore une fois, on est dans de la liberté contractuelle. Si vous voulez que dans votre contrat, à la ligne montant de la redevance, il y ait une obligation par la clinique de fournir, alors tous les mois, ça me semble assez ambitieux, mais peut-être tous les trimestres, les frais réels et justifiés, pourquoi pas? Pourquoi pas? On reste dans de la liberté contractuelle qui est un des domaines de clause de ce type de contrat. Alors, là, il y a eu un... Alors, je lis bêtement, il y a eu des recommandations du CLAP qui dit qu'il y a des prestations à la charge de la clinique et à la charge du praticien et que effectivement une des obligations de la clinique, c'est de fournir un bloc opératoire équipé conformément aux normes réglementaires et conventionnelles ainsi que le personnel de ce bloc et l'instrumentation nécessaire à la réalisation d'interventions chirurgicales courantes. Donc, normalement, dans la redevance, C'est pas précisé. l'IBOD, mais normalement, c'est au moins une IBOD. Après, je pense que ça va en fonction de la sécurité. Oui, et puis la sécurité des soins, les protocoles qui sont établis par la chaise, je pense. Non, mais c'est tellement flou. Mais Ouais, non, mais de toute façon, c'est Ben- une question, c'est toujours le sujet qu'on Faut préciser les choses. Donc à un moment, on aura besoin de précision. il faudra des précisions. Le personnel nécessaire, il change d'une chirurgie à l'autre. Il faut préciser. Un chirurgien peut faire une intervention tout seul, et puis une autre intervention, il y a besoin Mais- d'un opérateur. Mais il y a une vraie obligation des cliniques parce qu'il y a eu le cas où il y avait un praticien qui avait un contrat d'exclusivité et la clinique a quand même orienté certains patients vers d'autres professionnels de la même clinique mais qui n'avaient pas, eux, de contrat d'exclusivité. Et en fait, donc le premier professionnel s'est senti lésé, il a attaqué la clinique, il a obtenu gain de cause, c'est-à-dire on appelle ça une rupture du contrat au tort de la clinique, donc avec une potentielle indemnité, parce que la clinique ne lui fournissait que du matériel médiocre et ancien pour ses actes. Donc la clinique a aussi des obligations vis-à-vis de vous. Et notamment cette obligation de vous permettre de disposer des moyens les plus sûrs pour assurer la qualité des soins. Sous réserve qu'elle ait les moyens de nous les fournir. Et donc, Ce qui va préciser toutes ces clauses, c'est le juge. En fait. Ça, oui, il va y avoir des précisions effectivement par le... C'est dommage. Oui, C'est le... porter plainte pour préciser. en tout cas, on Non, ressort après- encore une fois avec des questions. Des- On espère avoir. Bah écoutez, je vous remercie. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à discuter. L'heure avance. La fin arrive. Et je pense... Comment ? FAIM, oui. Et la soif aussi. Là, je vous ai mis que un soupçon de repas, mais nous sommes dans une contrée où la soif peut être étanchée avec des choses plutôt agréables, avec des noms à consonance dans certaines gares du coin qui font rêver. Je tenais à remercier Mme Ployard d'être venue de Paris en train et d'avoir découvert que des villages comme Gevrey-Chambertin n'étaient pas loin d'ici. Voilà. J'espère qu'on aura des choses de cette région-là tout à l'heure. En tout cas, je vous invite à nous rejoindre. Voilà. Alors, je vous invite à nous rejoindre tout à l'heure au repas, et donc qui se déroulera, vous me corrigerez ?